Bonsoir et bienvenue dans votre émission Studio Lacan. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Florian Poulneau pour une émission intitulée « Éloge de la plainte en médecine ». Dans une médecine aujourd'hui très technique, la plainte du patient devient parfois encombrante, trop singulière, trop opaque, échappant au cadre du savoir. Et pourtant, n'est-ce pas là que la clinique commence ? Nous en discuterons à partir de son expérience et de ses recherches. Dans l'écho de la culture, Céline Gian nous proposera une lecture d'un artiste de la fin de Franz Kafka. Et enfin, dans l'actualité de la psychanalyse, Emmanuel Bornis-Desbordes reviendra sur une intervention de Jacques Lacan adressée aux médecins autour de la façon dont ils répondent à la demande du patient aujourd'hui. Bonjour Dr Poulneau. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Donc, vous êtes responsable de l'unité de gastroentérologie et de nutrition clinique au CHU de Bordeaux, spécialiste de la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et qu'on appelle de leurs acronymes les MICI. Et puis, vous êtes donc un expert de la médecine scientifique, ultra spécialiste aussi en nutrition artificielle et d'une maladie rare qu'on appelle l'insuffisance intestinale chronique, dans laquelle les patients sont nourris par les veines. Soignant, vous recevez donc des patients en situation extrême que l'on vous adresse en bout de chaîne, parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir, et ce pour des raisons variées. Alors, vous êtes aussi docteur en philosophie, c'est pas si fréquent pour des médecins, et votre thèse n'est pas sans lien avec votre pratique clinique et les difficultés cliniques que vous rencontrez, puisqu'elle a pour titre « Dewey à l'hôpital, approche pragmatique du microbiote ». D'ailleurs, vous soulignez que ces difficultés peuvent être aussi politiques, étant donné que le microbiote pose le problème de la relation entre la santé et l'environnement. Alors, peut-être pour commencer, à partir de votre pratique de la gastroentérologie dans ce service ultra spécialisé, qu'est-ce qui vous a frappé au départ dans la manière dont les patients parlent de leurs symptômes, de leurs plaintes, de leurs difficultés alimentaires ? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. On peut peut-être commencer par évoquer la situation un peu extrême que vous avez évoquée dans l'introduction, qui est celle qu'on appelle l'insuffisance intestinale chronique. C'est une situation très rare en médecine. C'est une situation où les gens n'ont quasiment plus d'intestin, la plupart du temps suite à une grande résection intestinale, ou alors des malformations intestinales qui font qu'ils n'ont plus du tout la capacité d'absorption. Et donc on doit les nourrir par les veines avec un cathéter la plupart du temps qui est sous la clavicule. Et parmi ces patients, il y a aussi une grande majorité de ces patients, de ces malades, qui ont ce qu'on appelle une stomie. On peut dire aussi anus artificiel, c'est un mot qu'on essaye d'éviter aujourd'hui, c'est quand on va suturer un morceau d'intestin directement sur la peau, sur le ventre, et ces stomies, elles peuvent donner parfois plusieurs litres de sel par jour. Et donc on se retrouve comme ça face à des situations très extrêmes où on va instaurer des relations de soins en équipe avec les infirmières, les diététiciennes, les psychologues, avec des patients qui ont vraiment des difficultés pour s'alimenter, et on connaît le symbole que c'est d'être autonome sur l'alimentation, et puis aussi des patients qui ont plein de problèmes pour évacuer les selles, ils perdent le contrôle sur quelque chose de très important dans la vie sociale, dans les interactions avec les autres, et donc on se retrouve comme ça avec un chamboulement qui arrive d'un coup, parfois comme un accident, souvent c'est des infarctus de l'intestin, donc c'est des choses qui arrivent du jour au lendemain, avec des patients qui sont complètement dépendants à de la technicité médicale pour à la fois s'alimenter et puis gérer l'élimination des selles. Justement, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans ce... Qu'est-ce qui surpris ? Alors, je dirais que dans la relation
relation, ce qui pourrait frapper en premier lieu, c'est que dans le soin alimentaire, dans le fait de nourrir quelqu'un, il y a une différence avec un médicament. C'est-à-dire que les gens, ils sont tout de suite dans une volonté de négociation. Ils veulent dire, les gens doivent les perfuser la nuit, la plupart du temps, sur 12 heures, parfois 14 heures, et il y a des nombres de jours de perfusion. Et donc, très rapidement, dans les échanges, ils disent, non, mais moi, ce soir-là, j'ai pas du tout envie d'avoir la nutrition. Ils veulent pas manger, entre guillemets, certains soirs de la semaine. Et on est tout de suite dans un rapport de négociation. Et c'est aussi des échanges qui sont très larges, puisqu'il y a des liens avec les médecins, mais aussi avec les infirmières, les diététiciennes. Et donc, les patients essayent de puiser un petit peu partout des informations pour se faire un avis sur comment ils doivent manger. Et donc, quand on propose, je sais pas, un traitement antihypertenseur ou un immunosuppresseur, souvent, on a un peu moins de négociation. Il y en a évidemment, ça fait partie du jeu de la médecine dans le quotidien. Mais là, ce symbole alimentaire, tout de suite, il rentre dans l'objet d'une négociation. Savoir ce que je dois manger, c'est moi qui dois décider, en fait, disent les patients. Et on a tout de suite des échanges là-dessus qui se jouent, qui sont assez intéressants. Et qu'est-ce qui, dans la parole des patients, vous a fait sentir en premier lieu un décalage avec ce que la médecine habituellement prend en charge? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple, où la parole d'un patient a déplacé votre manière d'aborder son cas? Alors, on pourrait en parler très longtemps. Disons que ces problèmes-là, on peut parler de ces situations un peu extrêmes. On pourrait parler aussi des maladies inflammatoires de l'intestin, où il y a un rapport à l'alimentation qui est très important. On pourrait donner des réponses qui sont principalement techniques. Faire de la nutrition par voie intraveineuse, c'est quelque chose de très technique sur le plan médical. Et il y a beaucoup d'autres aspects, se brancher dans des conditions d'asepsie parfaite pour connecter la nutrition. Ça aussi, c'est un rapport à la technique qui est très important. Et en fait, les patients, ils nous mettent en face le fait que cette intrusion de la technique dans leur quotidien, elle est tout sauf neutre. Et donc, ils demandent véritablement à ce qu'on s'adapte à eux sans que ce soit un petit peu facile comme discours. Il y a vraiment une demande d'adaptation des soignants face aux patients, parce qu'il y a plein de situations singulières, et notamment ces gens qui rentrent très très malades au domicile, ça change tout dans le quotidien, et donc ils veulent absolument savoir comment ça va se passer, où est-ce qu'on va mettre le matériel, où sera le pied à perfusion, et donc c'est des questions qui sont très précises sur ce moment de l'alimentation qu'il faut prendre en considération dans ces échanges, et on a en effet moins de questions quand il s'agit de prescrire un comprimé ou quand on est à l'hôpital et qu'on doit discuter d'une perfusion qui va avoir lieu dans un milieu hospitalier. Là, il y a vraiment quelque chose du soin à la maison qui est un soin nourricier et donc avec une symbolique très très forte qui s'articule autour de ça. Donc, vous avez l'air de dire qu'en fait, les patients seraient peut-être moins obéissants et demandent de votre côté plus de souplesse. Est-ce que c'est ça? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ça aussi, ça rentre dans une thématique très large qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux aujourd'hui, qu'on appelle l'éducation thérapeutique, où on a envie que les patients soient quand même observants, comme s'il fallait un peu les responsabiliser face à leurs propres problèmes de santé pour qu'ils soient un peu libérés du joug médical. En fait, c'est plus compliqué que ça. Éduquer un patient qui a une insuffisance intestinale, en effet, c'est vraiment... oui, ils sont un peu moins obéissants, on a l'impression, par rapport à d'autres soins. Et donc, on a vraiment cette sensation-là qu'on doit en permanence s'adapter à ce qu'ils veulent eux, puisque de toute façon, s'ils refusent de faire les perfusions, soit ils ne se la brancheront pas, certains sont capables de le faire tout seuls, soit ils diront aux infirmières qui viennent de ne pas l'avoir. Donc on est vraiment obligé vraiment de s'adapter à ça. Dans la discussion là, qu'on a eue un tout petit peu avant pour préparer l'émission, vous faisiez valoir aussi l'écart qu'il pouvait y avoir entre les lésions somatiques que vous constatez et la souffrance dont parle le patient, ou le niveau de l'intensité de sa plainte. Alors là, on pourrait... Donc, bien sûr, on est tout le temps confronté à ça dans la clinique de la gastro-entérologie, dans la clinique du ventre. Donc là, on peut peut-être s'écarter un peu de l'hyperspécialisation et reparler des maladies inflammatoires de l'intestin, qui, elles, sont beaucoup plus fréquentes. On pense que ça va toucher en 2030 0,6% de la population française. Alors, ça semble pas énorme, mais en fait, ça l'est, puisque ça veut dire qu'on connaît tous potentiellement quelqu'un qui a ce type de maladie. Et donc là, en effet...
on a toujours un problème en gastroentérologie, un véritable problème, c'est que parfois il y a une discordance entre l'intensité des lésions qu'on va voir, par exemple en faisant des endoscopies, en mettant des caméras dans l'intestin, et ce que décrivent les patients. Et on a tous les cas de figure. Parfois il y a des patients qui ont plein de lésions et qui se plaignent de rien, et donc il y a une espèce de gap qui se crée avec le discours médical qui est assez déroutant. Et à contrario, parfois on a le corps médical qui est très satisfait de ce qu'il a fait, le patient n'allait pas bien, il a mis un médicament, tout a cicatrisé, et le patient continue à avoir plein de doléances autour de son tube digestif, des douleurs qui continuent à envahir le quotidien, et le fait que d'avoir eu ce diagnostic de maladie inflammatoire a tout changé dans le quotidien, alors même que le médecin est plutôt content de l'efficacité notamment des immunosuppresseurs ou des biothérapies qui ont révolutionné la prise en charge de ces maladies. Et donc il y a toujours parfois ce distinguo entre ce que ressent le patient, ce que voit le médecin, et donc ça parfois dans la relation de soins, ça peut être un peu des sources d'incompréhension. Et donc l'importance de la plainte est là, et ce qu'on en fait et comment on travaille autour de ça, c'est un véritable enjeu dans notre quotidien de soignant. Alors dans votre thèse, vous mobilisez notamment Georges Canguilhem pour rappeler que la médecine naît d'une rupture éprouvée par le malade dans son corps. En quoi cette idée, finalement, vous la reprenez pour déplacer la figure, justement, du médecin expert qui saurait d'avance ce qu'il en est pour l'autre dont il s'occupe ? Canguilhem, en effet, c'est un peu un rappel d'humilité pour le corps médical, parce qu'aujourd'hui, dans une médecine qui est très technique, dans une médecine où il y a eu l'avènement de l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur l'épreuve, avec les essais contrôlés randomisés, une scientifisation du discours de plus en plus importante, on a l'impression qu'on a une compréhension purement scientifique de l'être humain. Et donc, bien sûr, la science a fait plein de progrès. Je veux dire, nous, dans les hôpitaux, on est les premiers à travailler avec ces protocoles de recherche. Mais relire Canguilhem, c'est aussi se rappeler que la médecine, elle n'existerait pas si les gens ne se plaignaient pas. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de relation de soins. Et donc ça, c'est déjà très fort en tant que tel, de se souvenir de tout ce qu'a pu dire Canguilhem quand on voit comment s'est transformée la pratique médicale sur les dernières années, sur les 3-4 dernières décennies. Et puis l'autre chose, c'est que vraiment, avec Canguilhem, on voit qu'il y a dans la plainte une fonction, c'est-à-dire que les gens disent quelque chose, et ça a toujours une signification qui est très importante. Alors, c'est pas du tout ma spécialité, mais bien sûr le champ de la psychanalyse peut s'intéresser à la fonction de la plainte, mais il y a aussi, notamment dans les maladies inflammatoires de l'intestin, le fait que les gens continuent à se plaindre ou émettent des plaintes, ça veut dire quelque chose du monde dans lequel on vit, ça veut dire quelque chose de ce qu'on mange dans notre quotidien, et il y a beaucoup de sujets sur notre alimentation moderne, puisqu'il y a un vrai lien entre notamment la transformation alimentaire et les maladies inflammatoires, et puis ça veut dire également quelque chose de cette espèce d'occidentalisation de notre mode de vie qui fait que les gens continuent à avoir des plaintes et qu'on peut s'intéresser en tant que tel à ce que disent les patients indépendamment du côté scientifique de notre profession. Alors, donc ça veut dire que vous faites un accueil, disons, de la plainte, j'imagine. Est-ce que, par exemple, concrètement, vous vous servez, par exemple, des échelles de nutrition, des échelles de la douleur, et comment vous les maniez ? Enfin, qu'est-ce que vous en faites ? Parce que ces échelles, elles ont peut-être tendance à écraser la plainte sur le chiffrage. Alors ça, c'est un enjeu du quotidien. On essaye d'accueillir les plaintes. Je pense que ça fait quand même partie du quotidien de chaque soignant. Mais on est en permanence dans une différence entre la nécessité d'objectiver les choses et puis la prise en compte de la subjectivité des patients. Et moi, je dirais que dans l'exercice de mon métier dans un CHU, ce qu'on a presque appris à faire, ou ce qu'on essaye d'apprendre à faire aux internes, c'est de transformer une plainte en résultat numérique, c'est-à-dire en effet de coter de 0 à 10 une douleur, de mesurer en pourcentage de perte de poids, de mettre des marqueurs biologiques dans un tableur Excel. Donc nous, notre travail dans un CHU, si on caricature le propos, c'est de transformer une plainte subjective en données numériques qu'on pourra ensuite analyser en tant que data, ce mot qui est très à la mode, où on va... Ça, c'est la science experte. Ça, c'est la science experte. Et ce qu'on fait de la subjectivité,
Et ça, on l'a un peu moins appris à la faculté de médecine, Oui. il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, avec l'émergence de ces maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, qui touchent des sujets jeunes, qui vont affecter les patients pendant des années et des années, donc il va y avoir des moments de négociation, des moments où ils ne veulent pas le traitement, des moments où ça va être difficile dans la relation de soins, il y a peut-être quelque chose dont on peut se saisir, encore une fois, et puis on peut essayer aussi de comprendre la portée politique du discours des patients, qui encore une fois nous disent qu'on vit dans une société où l'alimentation est un vrai sujet, puisqu'on est quand même de plus en plus malade de ce qu'on mange, et je crois que ça, c'est pas exagéré de le dire. Et puis, ils nous disent aussi quelque chose de notre microbiote. Ça, c'est un sujet de fascination, à la fois pour les patients et pour les médecins, mais la manière dont on a envie de se saisir de cet objet, entre les deux, c'est peut-être que parfois, il y a également des différences de point de vue à prendre en considération. Mais c'est un sujet central dans nos discussions, et donc voilà. Bon, merci beaucoup Florian Poulneau. Juste une petite remarque, on va reprendre la discussion après la chronique, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sans doute quand même les pathologies dont vous vous occupez, elles touchent quand même l'intime, Oui. la honte, l'image du corps, parfois la sexualité, au moins par la bande. La stomie, ça peut gêner la question de la sexualité. Donc voilà, sans doute que c'est ces dimensions-là qui résistent le plus à une médecine objectivante. Mais on rebondira après la chronique, l'écho de la culture. Bonjour, Céline Jean. Donc, vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez dans le service du docteur Poulneau, vous êtes membre de l'association de la cause freudienne Aquitania, et vous allez nous parler d'une nouvelle de Franz Kafka. Alors, le titre de la nouvelle donne son nom à un recueil de textes, le dernier rédigé, qui va au plus près de ce qu'un sujet peut rencontrer comme point d'impossible dans son rapport à l'autre. Vous nous rappelez le titre ? Oui, pardon, un artiste de la faim. Seul récit que Kafka jugeait supportable, lui qui brûlait un grand nombre de ses écrits, il commence à écrire Un artiste de la faim en 1922, dans un contexte de solitude extrême, privé de la capacité de parler des suites d'une tuberculose. Tout le long de la nouvelle court de manière itérative le substantif « l'artiste de la faim » ou « le virtuose de la faim » selon les traductions, mettant l'accent sur le caractère lancinant de la faim. Le mot finit par tenir lieu de costume au personnage, indique Jean-Pierre Lefebvre dans l'introduction de la Pléiade. Il est la faim. L'article défini « le » indique qu'il s'agit de lui et d'aucun autre. Alors, quel est le propos de la nouvelle ? Fut un temps où la foule, en position de voyeuse, se précipitait quotidiennement pour aller admirer l'artiste blême en tricot noir, avec ses côtes fortement saillantes, qui refusait même de prendre un siège et restait assis sur la paille. Seule description donnée du corps de l'artiste de la faim. Des surveillants avaient pour tâche de s'assurer que l'artiste de la faim n'aille pas se sustenter secrètement la nuit. C'était bien méconnaître le code d'honneur de celui-ci. Jamais on ne le surprendrait à tricher. L'artiste de la faim voulait leur montrer qu'il savait souffrir de la faim comme aucun d'entre eux n'aurait pu le faire. C'est une faim qui en appelle au regard de l'autre, une faim du regard. Alors, combien de temps durait la période de jeûne ? La durée fixée par l'impresario est de 40 jours, temps où l'attention du public peut être captée, les jours notés sur un tableau devant la cage. Mais après ces 40 jours, l'artiste de la faim refuse de sortir. Pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi voulait-on le déposséder de la gloire d'avoir faim plus longtemps encore ? Puis le public vient à se lasser de ce numéro. Que faire alors, lui qui est fanatiquement voué à la pratique de la faim ? Il se fait embaucher dans un cirque. Sa cage n'est plus exposée au centre d'un grand numéro, mais à l'extérieur, avec les stalles de la ménagerie. Des visiteurs passent devant sans le voir, et cette foule seulement vue de loin demeura pour lui ce qu'il pouvait y avoir de plus beau. Donc l'artiste de la faim est abandonné par le regard de l'autre. Quelles conséquences pour lui ? Il pouvait à présent rester autant de temps qu'il le désirait à jeûner, bouche cousue sur le rien, la pulsion orale se bouclant sur sa satisfaction,
dans un sans limite, un au-delà du besoin et de l'autoconservation. Au fil du temps, le panneau mentionnant les jours de jeûne est oublié. L'encoche de la main de l'autre, venant en quelque sorte accuser réception, vient à manquer. Plus d'autres désirants, le sujet se fait objet d'éché, son corps se fond sous la paille. Voici ses dernières paroles. « Je ne peux pas m'empêcher d'avoir faim, je ne peux pas faire autrement. Parce que je n'ai pas pu trouver quelque chose qui me plaise à manger. Si je l'avais trouvé, tu peux me croire, je n'aurais pas fait d'histoire et je me serais gavée comme toi et comme tout le monde. » Merci Céline Jean. Donc nous allons poursuivre cette discussion avec le docteur Poulenot. Donc on pourrait peut-être maintenant parler un petit peu de votre thèse, qui s'appuie notamment sur les travaux de John Dewey, donc ce philosophe américain à peu près de la première moitié du XXe siècle, pour nos auditeurs. Pour qui il s'agit finalement de ne pas opposer un savoir savant à la parole du patient, mais plutôt d'organiser de manière pragmatique une enquête. Hein, c'est comme ça que vous l'amenez dans votre thèse. Alors qu'est-ce que cette notion d'enquête vous a permis de penser que la médecine... La nouvelle médecine, la médecine scientifique, la médecine de l'evidence-based medicine, ne pensait pas. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en dire un peu quelque chose ? Donc, pour essayer de résumer ça, même si la pensée de Dewey est très complexe et s'articule sur beaucoup d'ouvrages, John Dewey, c'est pas un penseur de l'hôpital ou du soin, c'est plutôt un penseur de la pédagogie, mais il a vraiment... De l'éducation, tout à fait. Mais il a vraiment centré sa réflexion sur la pluralité des connaissances et la manière dont plusieurs connaissances pouvaient s'articuler. Donc ça s'inscrit au début du XXe siècle avec ce que lui appelait les individus perdus, les gens qui se sentaient un petit peu désadaptés face à toutes les expertises qui arrivaient de toutes parts, et puis notamment la professionnalisation de l'industrie avec des tâches très, on pourrait dire réduites à une seule fonction, et donc que les gens se sentaient un peu perdus dans la complexité de ce monde où les communications, la politique, tout commençait à aller vite. Et donc lui, il voulait remettre un peu de la discussion, de la délibération là-dedans, et il s'intéressait beaucoup à la pluralité des connaissances, et donc à la manière dont un public pouvait se constituer pour discuter d'un problème en commun. Un de ses ouvrages les plus connus s'appelle « Le public et ses problèmes », et donc ça m'a paru être un éclairage intéressant où, en effet, la médecine est devenue hyper experte sur des thématiques de plus en plus spécialisées. On est tous dans des niches maintenant un peu isolés les uns des autres. Et donc, se ressaisir de la plainte des patients comme une connaissance à part entière qui pouvait nous dire, encore une fois, quelque chose du monde dans lequel on vivait, et que ce soit un peu le cœur de la délibération, ça me semblait être un prisme intéressant. Alors, si j'ai bien compris, cette enquête se passe à l'échelle collective. Elle se passe pas comme ce qu'on pourrait faire en psychanalyse, une enquête aussi, mais une enquête... Oui, il y a vraiment quelque chose du collectif. Donc il y a parfois la difficulté de penser l'échelle avec John Dewey. Ça marche assez bien sur des communautés qui sont plutôt des petites communautés. Il est très souvent utilisé pour penser la démocratie participative. Donc la démocratie participative, ça peut être facile à penser à l'échelle d'un village, plus difficile à l'échelle d'un pays, exactement. Donc c'est ce genre de difficulté. Mais il y a quelque chose de la communauté, et des objets comme l'alimentation, le microbiote, même s'il y a un savoir scientifique qui s'impose face à ces thématiques, on voit bien que ce sont des objets qui dépassent complètement le champ de la médecine. On a besoin, pour comprendre l'alimentation ou le microbiote, d'avoir des discussions avec des spécialistes du climat, des spécialistes de l'agriculture, des spécialistes de l'économie dans l'industrie agroalimentaire. Il y a des enjeux politiques énormes. Et donc, et puis il y a les patients qui sont concernés eux-mêmes par l'impact du dérèglement microbien qui règne en eux, on peut dire la nature en nous, et puis également tout l'impact... C'est une métaphore aussi, d'ailleurs. C'est tout à fait une métaphore, et aussi l'impact de la transformation alimentaire sur cette nature en nous qui est déréglée, qui fait qu'il y a de plus en plus de maladies, et puis qu'on voit une prévalence qui ne cesse d'augmenter. Alors, il faut noter que dans votre démarche et dans votre thèse, vous ne remettez pas du tout en cause la rigueur scientifique, bien sûr, mais au fond, vous refusez finalement qu'elle ferme trop vite la discussion. Et comment articuler pour vous cette exigence de preuve et l'ouverture aux autres dimensions du savoir ?
donc j'ai pas de réponse toute faite, c'est un peu de la philo, mais Dewey disait que ce qui était très important, c'était la manière dont on articulait la connexion entre les êtres humains plus que le résultat de la connexion. John Dewey, c'est un penseur qui invite toujours à se détacher du programme. Il dit ce qui est pas important, c'est pas de remplir un programme, c'est juste de créer les conditions pour avoir une délibération avec tous ceux qui sont partie prenante à une thématique, un problème, comme peut être l'alimentation, comme peut être le dérèglement écosystémique de la nature en nous. Je reprends la métaphore dont on a parlé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, il faut essayer de le mettre en mouvement, de le rendre concret. Donc ça, c'est un travail de réflexion à part entière. Il y a quand même déjà des lieux de délibération qui peuvent exister. Peut-être que l'hôpital, alors pas dans sa mouture actuelle, mais ça reste un endroit où il y a une rencontre entre des patients, des soignants, pas que des médecins, tout un tas de savoirs qui s'articulent. Et donc, peut-être qu'on pourrait aussi repenser des espaces de discussion déjà dans les institutions qui existent. Donc, au fond, ce serait, sortir un peu d'une médecine uniquement de protocole. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y aurait un jeu entre une médecine délibérative et une médecine de protocole, uniquement rendu à la technique et au protocole. Oui, tout à fait. Probablement qu'on est en train de voir les limites de cette médecine qui est que centrée sur les protocoles. Alors, encore une fois, moi je suis très mal placé pour la critiquer puisque c'est le quotidien qu'on pratique dans les CHU et ça a permis de faire plein d'avancées pour les patients. Mais il y a un philosophe moderne qui s'appelle Timothy Morton qui parle d'hyper-objets, des objets qui sont tellement importants, comme l'alimentation ou le microbiote, qu'il y a plein de manières de s'accrocher dessus. Et donc, sur les objets très très complexes, on voit que le protocole médical, il suffira pas pour donner toutes les réponses. Et donc, on a ce besoin d'ouverture du débat. Peut-être que Dewey permet de le penser, mais il faut quand même dire aussi que Dewey, et c'est pour ça qu'il parle probablement bien aux scientifiques, c'est que pour organiser les délibérations collectives, il attachait beaucoup d'importance à la méthode. Et il disait qu'il y avait une habitude, c'est un mot très important pour lui, habit en anglais, il y avait une habitude particulièrement importante, c'était la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'organiser une délibération en essayant d'appliquer une méthode scientifique, c'est probablement une bonne chose. Dire que la méthode scientifique cloîtrait entre les scientifiques à des limites, je pense qu'il en était convaincu, mais essayer de faire une extension d'une forme de méthode scientifique à une délibération plus collective, ça peut être aussi intéressant. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, très concret de cela? Parce que j'avoue, j'ai du mal à... Alors, on pourrait, des exemples concrets, on pourrait en trouver plein. On peut prendre l'activité dont on s'occupe, c'est un exemple qui va vous paraître peut-être complètement futile, mais je pense qu'il est important. Les patients avec l'insuffisance intestinale, le cathéter, etc., on a essayé de leur faire remonter le fait qu'ils pouvaient participer à la construction de ce qu'on allait expliquer aux autres patients. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, le bouleversement du domicile avec tous ces cartons de poches d'alimentation, les lits médicalisés, les pieds à perfusion, etc., je crois que quand on s'intéresse qu'à la technique médicale, on ne se rend pas du tout compte de ça. Et le fait qu'on ait pu donner la parole aux patients pour qu'ils disent que ça, c'était très important de l'expliquer aux autres patients, et bien notamment les infirmières de coordination dans l'équipe, elles se sont saisies de ça pour que cette connaissance qui émanait des patients, cette difficulté du quotidien, puisse être expliquée aux autres. Et donc c'est un tout petit exemple, parce que nous, l'enquête, on essaye de le faire autour d'une maladie rare à notre petite échelle, mais c'est vraiment la connaissance des patients qui est remontée vers les soignants, et les soignants qui ont ensuite changé leur discours pour changer la manière qu'ils allaient aborder les nouveaux patients qui allaient être atteints par cette maladie. Donc ça, c'est la figure des pairs, finalement, oui, que vous amenez là comme exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un espèce de risque à ce que, on rabat encore les choses du côté du collectif? C'est-à-dire, c'est quand même pas tout à fait pareil de dire qu'on prend en charge... on entend, on accompagne, on répond d'une certaine manière à la demande du patient qui est toujours individuelle, hein, finalement, à une réponse, une organisation collective d'une réponse. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça rabatte, qu'on croit qu'en organisant des lieux de réponse collective,
c'est encore une fois une autre manière de croire qu'on répond, mais de ne pas entendre la singularité. Enfin, je sais pas, c'est une question que je vous pose. Oui, c'est une question difficile. Après, évidemment, il y a toute cette difficulté de la singularité, des situations qu'il peut y avoir dans une relation de soins. Mais que ce soit dans les maladies rares, que ce soit avec les MICI dont vous avez parlé en introduction, cette prise de conscience collective, elle nous semble aussi quand même très très importante. Et donc comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a aussi l'impression que toutes ces relations singulières individuelles, elles peuvent faire remonter un signal pour le collectif qui est important. Alors, en faisant ce mouvement-là, peut-être qu'on rate quelque chose dans la relation de soins. Ça, c'est en effet un débat qu'on peut avoir. Mais en tout cas, la proposition qui avait été faite sur la réflexion qui est dans cette thèse, c'était plutôt, en effet, de se focaliser sur le caractère collectif et éventuellement la portée politique que pouvait avoir la plainte des patients. Alors un autre point, mais toujours en vous appuyant sur John Dewey, vous insistez sur le fait que la relation de soins est d'abord une relation de dépendance, et même d'interdépendance. C'est le patient qui définit le médecin aussi. Donc qu'est-ce que cela change en médecine de partir de cette interdépendance plutôt que de faire de l'autonomie du patient, par exemple, un idéal ? Et alors ça, pour moi, ça a été une des découvertes majeures dans la lecture de John Dewey, avec notamment ses récits sur l'éducation, démocratie et éducation est le plus célèbre. En effet, il dit que la principale force des êtres humains, c'est la dépendance, alors qu'on vit dans un monde où il faut tout le temps être indépendant, il faut être un médecin indépendant, il faut être un patient indépendant, il faut être autonome. Le bon patient, ce serait celui qui n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Et en fait, Dewey dit strictement l'inverse. Il dit que quand on est dépendant, on va toujours avoir besoin d'aller vers l'autre. Et donc toujours besoin de construire des interactions sociales, et que la manière dont on va construire les interactions sociales va transformer celui qui est dépendant, mais va également transformer l'autre, celui qui est censé avoir la connaissance, puisqu'il va devoir s'adapter. Et donc là, il y a quelque chose de très puissant, à mon avis, dans ce discours, et qui est pas évidemment le discours... Et qui prend complètement le contre-pied des ateliers d'éducation thérapeutique qui fleurissent partout dans tous les services à l'hôpital, et qui au contraire sont là quand même un peu pour délivrer le savoir de haut en bas, de la bonne manière, pour rendre le patient le plus autonome possible. Alors oui, je pense que lire Dewey pour repenser une éducation thérapeutique différente, un peu décentrée du programme à compléter, des compétences à acquérir, des potentialités à évaluer, c'est presque un discours de l'entreprise, finalement, qu'il y a dans tous ces termes-là. Et donc, réinsister sur la dépendance et sur ce côté, ça transforme des deux côtés. Il y a un côté de co-construction qui est très important. Dewey, il parle de transaction. Il dit que quand quelqu'un est dépendant et va vers quelqu'un d'autre, il va y avoir un échange mutuel. Et donc ça, c'est un discours qui a beaucoup de force pour penser la relation de soins. Et donc, c'est à partir de ces transactions qu'on peut aussi penser à un collectif différent et repensé avec l'enquête dont on a déjà parlé. Vous avez aussi insisté dans votre thèse sur le pragmatique de ce philosophe, justement, le pragmatisme. Comment vous le... Je dirais que peut-être qu'une des définitions du pragmatisme, parmi beaucoup d'autres qui serait intéressante, c'est que dans la philosophie pragmatiste, il y a une conviction qui est celle de la mutabilité de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin en soi, il n'y a pas de vérité donnée. Et que donc la vérité, c'est finalement une construction sociale. Et donc cette mutabilité de la vérité, dans la relation de soins, dans des échelles plus larges, dans le monde complexe dans lequel nous vivons, ça peut probablement être une manière d'apporter quelques réponses. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, c'est ce rapport à une vérité non fixée qui me semble être la principale force du pragmatisme, alors qu'on a tous de plus en plus envie d'être dans un discours de vérité ou d'être dans un schème unique pour répondre à des questions. Le pragmatisme, précisément, ça semble proposer autre chose. Ça refait insister sur le côté art de la pratique de la médecine. Il y a un peu quelque chose de ça. Et puis Dewey s'était beaucoup aussi intéressé à l'art comme expérience. Donc tout ça, c'est des choses qu'il avait également saisies de son vivant. Oui, alors, quand on parle de plainte, de dépendance, d'alimentation ou de rapport au corps, on parle de points très intimes, très singuliers, parfois opaques au sujet lui-même.
Comment faire pour que la clinique puisse faire une place à cette part un peu opaque ? Je sais pas, mais c'est clairement quelque chose qui fait complètement partie de notre quotidien, ce rapport à la honte. Y a... À la honte, Ouais, il y a vraiment quelque chose de la honte souvent qui est présent dans la relation de soins, il me semble. Il y a quelque chose que j'ai découvert en travaillant avec les philosophes, c'est qu'il y a une étymologie commune entre secret et excrément, ce qui reste. Ça a une signification commune. Et quand les gens parlent de ces choses qui sont parfois un peu difficiles, notamment tout ce qui a rapport avec les matières fécales, les sels, etc., la manière dont ils vont s'adresser à l'autre, leur adresse, c'est toujours un langage qui est très travaillé. Ils ont beaucoup réfléchi en amont à ça. Et donc ça, dans la relation de soins, ça a beaucoup de force d'essayer de réfléchir autour de ça. Et voilà, j'ai là, pas de... le langage scientifique, d'ailleurs, peut aider à mettre la distance. Tout à fait. Ça peut parfois aider. Voiler. Voilà, oui. voiler, ouais. Et puis là, ça dépend un petit peu de chaque relation de soins. Il y a des gens qui ont vraiment envie d'y aller, d'autres qui vont le dire toujours par des manières très détournées. Parfois, c'est que des silences. Inventer, quoi. Et là, il faut un peu inventer. Et là, le tableur Excel dont j'ai parlé tout à l'heure, il marche un peu moins bien. Donc oui. Ben merci, Dr. Boullenault. Merci à vous. Vous insistez sur la manière, finalement, dont on parle aux patients et dont ils parlent et dont on accueille les paroles de chacun. Donc, merci de faire une place à la parole en médecine. Merci à vous. Nous allons maintenant accueillir notre collègue pour l'actualité de la psychanalyse. Emmanuelle Bornis-Desbordes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous allez revenir donc sur une intervention de Jacques Lacan adressée aux médecins qui interrogent leur position face à la demande des patients à l'heure d'une médecine de plus en plus orientée par la science. Voilà, en effet. En 1966, Lacan est invité à la salle Pétrière à parler au fond des applications pratiques, ainsi qu'on les nommait, de la psychanalyse dans le champ médical. Ce texte, nous le trouvons aujourd'hui sous le titre « La place de la psychanalyse dans la médecine ». Alors, au lieu de répondre à la demande qui lui est faite, Lacan opère un renversement, qui surprend d'ailleurs tout le monde, qui fait un peu scandale d'ailleurs. Pour lui, ce n'est pas à la médecine de faire de la place à la psychanalyse, mais aux médecins de s'ouvrir à la pratique analytique dans l'accueil de leurs patients, afin d'être à même d'entendre au plus près leurs demandes. Lacan interroge dans cette intervention, dans ce texte, la position du médecin, au-delà de ses capacités à répondre aux demandes de soins médicaux. Il avance, c'est dans le registre du mode de réponse à la demande du malade qu'est la chance de survie de la position proprement médicale. Partant de la signification de la demande du patient, Lacan, en fait, ouvre là sur la structure de la faille qui existe entre la demande, le désir. La demande, dit-il, comporte en effet quelque chose que l'expérience humaine connaît bien, qui fait qu'elle ne peut jamais véritablement être exaucée comme telle. Donc maintenir la demande, les médecins en auraient la responsabilité. Alors, c'est la question, et c'est à mettre au travail. En effet, à l'heure d'une médecine embarquée dans le progrès de la science, la question est quand même de savoir comment maintenir vive la dimension de la clinique et ménager finalement un espace où puisse résonner à minima autrement la demande des patients. Dans la mesure où le pouvoir de la science donne à tous, finalement, on le voit aujourd'hui, la possibilité de venir demander à un médecin son ticket de bienfait, disait Lacan, dans un but précis immédiat, comment chaque médecin peut-il faire accueil tout en faisant un pas de côté, ce qui ouvrirait tout à fait à une question clinique. Donc les avancées scientifiques, s'il est vrai, ont favorisé une médecine toujours plus efficace,
une médecine qui a les moyens de répondre, mais elles ne disent rien, finalement c'est un peu ça l'intervention de Lacan, du positionnement de chaque médecin dans la rencontre et dans le positionnement qu'il engage avec chaque patient. Donc s'il y a bien une médecine, je crois que surtout, moi, en tout cas j'insisterai là-dessus, il y a surtout des médecins qui l'exercent. Donc pour chacun d'entre eux, la question se pose. À quoi doivent-ils répondre et jusqu'où répondent-ils ? Et alors, quelles sont les incidences de l'entrée de la médecine dans sa phase plus scientifique ? Eh bien, si on revient sur ce texte et cette intervention de Lacan, c'est un texte tout à fait précieux, en 1966, il met en avant les changements relatifs à la fonction du médecin, à la suite évidemment du passage de la médecine corrélée d'abord à la religion, puis à la philosophie, et désormais soumise, pour une part, en tout cas assez évidemment, soumise aux diktats de la science. Il indique encore que le monde scientifique déverse entre ses mains, les mains du médecin, le nombre infini, dit-il, de ce qu'il peut produire comme agent thérapeutique, et il demande aux médecins, comme agents distributeurs, de les mettre à l'épreuve. Voilà l'intervention de Lacan. Alors au fond, là, une double demande est adressée aux médecins. Donc d'une part, celle du malade, une demande de savoir. C'est quand même là-dessus que Lacan insiste, qui est vraiment à la base de la fonction médicale classique. Et d'autre part, et peut-être plus que jamais, celle de la science, c'est-à-dire une demande de productivité et de résultats. Alors, ces résultats sont à vérifier, en tout cas c'est ça le processus, sur un corps qui va être, et c'est l'objet de la médecine, mais de plus en plus pris dans sa matérialité même. Lacan, dans ce texte, parle de corps purifié. Et au fond, le progrès scientifique instaure et exige une relation du médecin à ce corps, mais privé de ce que Lacan, lui, appelle sa substance jouissante. Lacan épingle là une faille, il nomme cela une faille épistémosomatique. Lacan dénonce là, dans ses progrès de la science, le fait qu'ils produisent des corps toujours plus objectivés. C'est cela. C'est ça. Voilà. À la fois, je crois qu'on peut dire qu'il voit tous les progrès de la science, mais finalement, il repère aussi l'envers. Il dit en effet que quand la médecine se borne aux preuves, aux résultats biologiques, jusqu'aux plus extrêmes, finalement, réduction organique, la clinique n'occupe plus qu'une part très congrue. Donc, redonner une place à la clinique suppose un engagement de chaque médecin à interroger son exercice, sa visée, son acte. Donc il est vrai, c'est cela qui dénonce, que l'entrée de la médecine dans sa phase scientifique a rabattu son champ d'études, d'investigation, d'action. Donc corps réduit à ses organes, médecin qui obéit de plus en plus aux conditions du monde scientifique, avec ces mesures de plus en plus quantitatives, et qui plus est, soumis, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, à des exigences de certains patients, qui font valoir aussi un droit à la santé, un droit qui réduit même quelquefois leur demande à de la commande, commande de soins. Donc c'est vrai que de moins en moins de place est accordée au désir de savoir et au fond aux effets quand même de vérité qui pourraient surgir de la rencontre, ou un par un évidemment, parce qu'aujourd'hui sont attendus, tant du côté du médecin que du patient, en tout cas dans la logique même, des résultats toujours plus tangibles et sans énigmes. Alors dans ce tableau que vous nous dressez, presque dystopique, du tout scientifique, comment maintenir du désir de savoir ? Alors, pour Lacan, avec l'entrée de la médecine dans sa phase scientifique, c'est la fonction même du médecin qui est touchée. Une fonction qui peut-être autrefois relevait même plutôt du sacré, mais une fonction finalement de sujet supposé quand même savoir, avec laquelle il pouvait opérer. C'est-à-dire, d'une part, en termes de connaissances scientifiques,
et c'est quand même plutôt heureux que les médecins aient des connaissances scientifiques. D'autre part, en laissant, et c'est là le pas de que fait Lacan, en laissant place finalement à un désir de savoir, de ce mouvement-là, ouvrant à une logique singulière du dire. C'est ça le texte de Lacan. Alors, il est certain qu'à l'heure de la dévalorisation, quand même, un peu généralisée, de la parole et du langage, se cherche auprès de la médecine, eh bien, d'une part, des réponses toujours plus efficaces aux symptômes, et d'autre part, des recours aussi pour faire tenir les corps. Nous savons, en psychanalyse, en tout cas nous l'étudions, nous y formons, qu'un défaut, finalement, Lacan en parlait ainsi, d'identification subjective au corps, est pourtant là une brèche qui ouvre à alors, ce qu'on a pu appeler l'existence, c'est-à-dire la brèche qui ouvre à se sentir vivant, une brèche qui active finalement de la croyance et ouvre au désir. C'est ça le désir de savoir. Bon, aussi, à cette souplesse de la supposition de savoir, il est vrai, c'est substitué. À cette souplesse, c'est substituer une quête de vérité à laquelle, finalement, de plus en plus, la médecine est sommée de répondre. Bon, or, ce qui fait vérité, pour un sujet, n'est pas réductible à la recherche objective et même objectivante de la méthode scientifique commune. Donc, la vérité, pour Lacan, pour la psychanalyse, elle est prise quand même à minima dans les raies de la demande. Et Lacan souligne donc que la logique singulière dont chaque demande procède se préoccupe du désir de celui qui s'engage à s'en faire le support, et le médecin y est engagé, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, on dirait ça comme ça. Donc finalement, en s'ouvrant à une certaine nouvelle topologie du dire, et une lecture des symptômes dégagée, voyez, d'une compréhension comme ça univoque, le médecin a chance, c'est ça que souligne Lacan dans son texte, le médecin a chance de retrouver l'originalité de sa position, c'est-à-dire de celui qui a à répondre à une demande de savoir, sans pour autant la saturer. C'est donc un texte d'une grande actualité. J'ai trouvé, je crois, ce texte, en effet, moi j'ai trouvé qu'il était d'une grande acuité éthique, et il trouve son actualité à l'heure de tous ces questionnements qui touchent notamment, plus que jamais, aux limites du vivant. Donc des questionnements qui ne peuvent être confiés aux seuls législateurs, mais à ceux qui, quand même, sur le terrain, recueillent, accueillent et suscitent des montages et des paroles quand même toujours inédites. Merci beaucoup Emmanuelle Bornis-Desbordes, Florian Poulneau. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardée. Studio Lacan revient samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle émission.